Sur la colère du monde agricole, une colère qui n'est toujours pas tarie. Et on en parle avec Philippe Grégoire, responsable national à République Souveraine pour la partie agricole. Bonjour Philippe Grégoire. Bonjour Monsieur Berkoff. Alors, Monsieur Grégoire, je voulais savoir d'abord, une question d'actualité, que pensez-vous de la nomination donc du le nouvel ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt? C'est intéressant. Je me suis demandé tout à l'heure, pourquoi spécialement de la forêt? Qu'en pensez-vous? J'en pense que ça va rien changer du tout parce que ceux qu'on a mis au pouvoir à l'agriculture, les ministres de l'agriculture qu'on a mis de façon successive, c'est des pro-européens et des pro-mondialistes. Donc, de toute façon, elle va être dans la ligne de la politique de Michel Barnier, de M. Hollande, de M. Macron, de M. Sarkozy. Et tant qu'on aura des politiques agricoles pro-mondialistes, pro-européennes, et qu'on ne voudra pas sortir des traités de libre-échange, et qu'on ne voudra pas parler du rôle que jouent les agriculteurs sur les territoires et revenir à une marge nette pour les agriculteurs et non plus faire du libre-échange mais de faire de la coopération entre les États, tant qu'on ne changera pas les règles du jeu du commerce et qu'on sera assassiné comme on est assassiné, on peut mettre n'importe quel ministre de l'Agriculture, on ne sortira pas de l'ornière. Oui, alors Philippe Grégoire, justement, on se pose là, vous nous dites ça, effectivement, on se rappelle, il n'y a pas si longtemps, de ce qui s'est passé sur les autoroutes, de ce qui se passait au salon de l'agriculture, etc., etc. Écoutez, on parle d'un côté le drame absolu de suicide d'un certain nombre d'agriculteurs, on sait ce qui se passe. D'un autre côté, on parle de tous les problèmes, on les analyse, on les décortique, etc. Mais apparemment, rien ne change. Alors, de temps en temps, vous avez des syndicats agricoles ou des fédérations qui disent oui, non, ça va plus comme ça, on va vraiment arrêter tout ça, je ne dirais pas tout casser, mais on va vraiment réagir. Et apparemment, il y a quelques moments comme ça de hausse de température, et puis tout retombe jusqu'à la prochaine. Est-ce que c'est un sort? Est-ce que ça peut bouger? Alors vous dites, oui, il faut changer de politique, de cette politique mondialiste. Oui, mais qui va la changer? Qui va la changer si les Français ne s'y appliquent pas? Oui, parce que si vous voulez, c'est très difficile à comprendre le problème agricole pour les gens qui ne sont pas du métier. Chaque année, ils voient les agriculteurs qui reviennent manifester, mettre de la boue devant les grandes surfaces, bloquer les autoroutes. Ils se disent, qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Et là, cette année, on va vous parler de la MHE, on va vous dire, il y a la FCO dans les élevages ovins, il y a la catastrophe en viticulture parce que les rendements sont pas bons. Arnaud Rousseau a dit on a perdu 3 milliards d'euros sur les récoltes de céréales. Mais ça, c'est lié à notre métier, c'est lié au climat. Oui. Autrefois, il y avait la fièvre afteuse, il y avait la bruxellose. De tout temps, comme dans d'autres professions, d'autres ont des problèmes. Ça, je dirais que c'est normal. Bien sûr. Pourquoi tout de suite on tire la sonnette d'alarme et les gens sont sous pression? C'est parce qu'en année normale, depuis surtout les années 80, depuis le virage néolibéral des années Reagan-Thatcher, on n'a pas de marge. Il revient 3-4 centimes sur un litre de lait à l'agriculteur. Pareil en viande bovine. Vous dites, il revient 3 à 4 centimes par litre de lait pour l'agriculteur, c'est ça? Oui, de marge nette, c'est pareil sur les céréales. Il revient 400 dans une baguette de pain. Quand le consommateur va acheter sa baguette de pain, il revient 4 centimes aux producteurs céréaliers, 6 centimes si on remet la PAC. Le problème, il est là. C'est la répartition de la valeur ajoutée sur un caddie de 100 € chez Super U, Carrefour ou Leclerc. Il nous revient 6,50 €. Alors, c'est lié au traité de libre-échange, mais pas qu'au traité de libre-échange. C'est lié aux oligopoles de l'industrie agroalimentaire qui ont été favorisés depuis Maastricht, depuis 92, qui a créé des oligopoles, un oligopole en viande bovine, Bigard, un oligopole en volaille, le groupe LDC. Et si vous voulez, les paysans, ils sont pris dans une mondialisation avec des oligopoles qui ont la main sur l'achat des matières premières dans les exploitations agricoles. Et depuis la guerre en Ukraine, ça s'est accentué parce que depuis la guerre en Ukraine, 50% des sociétés de courtage dans le monde sont des sociétés anglo-américaines qui spéculent sur les matières premières agricoles. Donc, si vous voulez, on est dans une financiarisation de l'agriculture, comme il y a dans la pharmacie, dans d'autres domaines, Monsieur Berkoff.
Oui, mais alors Philippe Grégoire, franchement, que peut-on faire? On voit très très bien. Regardez, Ursula von der Leyen a été, j'allais dire triomphalement, mais oui, on peut le dire triomphalement, réélue à la tête de la Commission européenne, qui est notre véritable Premier ministre. Enfin, il faut le dire. En tout cas, elle joue un rôle de pouvoir très important. On voit ce qui se passe en Europe sur le Parlement européen. Est-ce qu'il y a d'abord, je vous demande, au niveau européen, est-ce que les agriculteurs européens ont des intérêts très divergents, ou est-ce qu'un jour ils peuvent se retrouver sur un certain nombre de causes communes et de causes de combats communs? Non, on a des intérêts communs. On l'avait fait avec l'APLI, l'Association des producteurs de lait indépendants, une structure au niveau européen qui est le contre-pouvoir du COPA-COGECA, qui est le rassemblement des 26 FNSEA en Europe. Il existe un modèle différent qui est basé sur la charte de la Havane, qui est avec une gestion des volumes qui est ni le modèle néolibéral tel qu'on le vit, ni le modèle soviétique, qui est de la coopération entre les États qu'on peut mettre en place avec une gestion des volumes qui coûte pas un centime. Simplement, on n'en a pas vu encore le fruit de ça, parce que politiquement, les politiques qui ont la main en Europe, en France, en Allemagne, partout, ils ont mis en monnaie d'échange l'agriculture française ou européenne, si vous voulez. Ils l'ont mis en échange avec les GAFA, avec Volkswagen qui a 2 sites en Europe, 2 aux États-Unis, 20 en Chine. Oui. Et quand on est dans des rapports de force, vous savez que les chefs d'État n'ont pas d'amis, ils ont que des intérêts. Et l'agriculture, c'est la 5e roue de la brouette. Oui, mais alors justement, les nations n'ont pas d'amis, De Gaulle l'avait dit, ils n'ont que des intérêts. Mais justement, on attend ton point des politiques qui s'occupent de leur peuple et des intérêts de leur peuple, chacun. Alors justement, à courte vue, ce libre-échange exacerbé a permis au début des années 80 aux consommateurs, entre guillemets, de payer moins cher. Je dis bien entre guillemets. Oui. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a délocalisé, vous savez, notre industrie, on délocalise notre agriculture. J'ai fait le calcul, là, on importe à peu près 34% aujourd'hui, tout confondu. On est à 56 dans les moutons, 71 dans les fruits et légumes. Alors, les fruits et légumes, d'importation. Oui, d'importation. Ouais, ouais. Tout confondu, on est entre 30 et 34 parce que là-dedans, il y a des boissons non alcoolisées. Mais si vous voulez, à terme, le problème, c'est qu'on perd nos emplois. Parce que quand vous avez plus d'usines en France, quand vous avez plus de Michelin, si demain on n'a plus d'agriculture, au départ, c'est du rapport de force. On va nous dire, Monsieur Berkov, il faut mieux aller chercher les poulets en Pologne, et puis il faut mieux aller chercher les fleurs au Kenya. Mais le jour où on va être totalement indépendant, le jour où il y aura un conflit majeur comme on a eu avec l'Ukraine, le jour où Poutine dit, moi le gaz, je peux fermer la vanne, le jour où quelqu'un dira, moi je peux fermer la vanne des poulets, ou la vanne des cochons, on va faire comment là ? Oui, c'est-à-dire en fait c'est du court terme et on ne pense pas du tout à justement aux décennies, à moyen terme, à nos enfants, aux générations qui viennent. Mais ce qui est étonnant, encore une fois, Philippe Grégoire, on s'en est parlé déjà et je vous ai déjà accueilli, toujours avec plaisir. Problème, c'est qu'on a l'impression qu'on dit ça et puis pardon de l'expression, c'est comme pisser dans un violon. C'est-à-dire que rien ne change. On dit, vous savez, il faut tout change pour rien ne change. Mais c'est extraordinaire. Cette mondialisation dont vous parlez, apparemment, elle est partie comme un tracteur, elle écrase tout sur son passage. Et comment l'arrêter? Alors, de temps en temps, vous avez justement des responsables agricoles qui disent, mais écoutez, c'est pas possible, on va arrêter, c'est très difficile, même si nous, on doit nourrir des bêtes, nous, on doit être là, on ne prend pas de vacances, etc. Mais en fait, s'il n'y a pas un mouvement, je dirais contraire, quelle possibilité, quel espoir, je parle pour vous dans sur quoi vous combattez, quel espoir d'arrêter cela? On revient toujours au même point. Alors déjà, il faut préciser qu'il y a 2 suicides par jour, beaucoup chez les éleveurs dans le monde agricole. Toujours 2 suicides par jour, Philippe Grégoire. Oui. Ouais. Ça serait l'intérêt des paysans, ça serait l'intérêt du peuple français, l'intérêt de l'environnement, parce qu'on va recréer des emplois sur nos territoires
si on part sur un modèle de coopération entre les États où on trouve des intérêts avec des pays qui vont nous vendre du pétrole ou autre chose, et nous on fait un échange sur la partie internationale, soit avec du poulet ou du vin ou du champagne ou que sais-je. Bon, et tout ce qu'on peut produire chez nous, il faut qu'on le produise chez nous, qu'on retrouve notre souveraineté. Mais ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas l'intérêt de l'industrie agroalimentaire qui a des plateformes à travers le monde. Ce n'est pas l'intérêt des grandes et moyennes surfaces qui, eux, ont intérêt à mettre en compétition les paysans sur la planète pour tirer toujours le prix vers le bas et faire des profits. Si vous voulez, les gains de productivité, je regardais là, par exemple, vous prenez les produits laitiers, aujourd'hui, c'est 17 milliards d'euros les produits laitiers. Ça a été dans le monde, vous voulez dire dans le monde? Non, chez nous en France, 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Attendez, excusez-moi Philippe Grégoire, quand vous dites 17 milliards, c'est pour la France? Pour la France. Pour la France. Ça a été doublé depuis les années 60. 17 milliards d'euros de consommation. Donc on a fait des gains de productivité énormes. Par exemple en production laitière. Ces gains de productivité-là ont été dans la poche des coopératives, de Lactalis, enfin vous connaissez bien tout ça, et de la grande distribution. Donc en plus, dans le même temps, des années 60 à venir aujourd'hui, on a fait des gains de productivité. Quand Michel Rocard a mis en place la gestion des volumes, les quotas laitiers en France, il avait raison, ça s'est fait au niveau européen, on était 395 000 fermes à livrer du lait. Aujourd'hui, vous enlevez un zéro, on va arriver bientôt à 35 000 fermes. Et dans ces 35 000 fermes qui produisent du lait, on est en dessous le salaire brut. Le SMIC brut, pardon. En dessous du SMIC brut, en dessous du SMIC. En dessous du SMIC brut à produire du lait. Donc vous voyez bien que ça colle pas. Que ces 3-4 centimes qui reviennent aux producteurs, il faudrait qu'ils nous reviennent 20 centimes. De marge honnête, mais pas 3-4 centimes. Et c'est pareil en mouton, c'est pareil pour les maraîchers. À partir du moment où le rapport de force est déséquilibré entre les trois grandes surfaces, l'agroalimentaire, qui sont quelques acteurs en France et à l'international, eh ben nous, on est le petit pousset qui est écrasé. Et il n'y a aucun politique qui a voulu légiférer. La loi Egalim est un échec. Et je dois vous dire que les gouvernements, entre un gouvernement Hollande, si vous voulez, Macron ou Sarkozy, en termes agricoles, il n'y a aucune différence. Je dis bien aucune différence. Ouais. Donc, pour vous, il n'y a pas un politique. Il faudrait qu'un politique, effectivement, relève de le défi. Enfin, un politique, effectivement, un pouvoir qui relève de le défi. Donc, pour le moment, vous dites, quel que soit le ministre de l'Agriculture, quel qu'il soit, ça ne changera rien au problème. Non. Mais par contre, je suis persuadé qu'à un moment donné, on aura, alors, nous faudrait un général de Gaulle, mais on aura plusieurs chefs d'État, ça ne sera pas un tout seul, qui vont se réveiller et qui vont dire stop. Parce que là, on va mettre en danger à terme les populations. Parce que l'agriculture, c'est l'entretien des territoires, c'est la sécurité alimentaire, c'est la sécurité des populations. Hein. Donc le jour où on va être beaucoup trop dépendant, vous voyez ce qui va nous arriver, vous allez voir le chantage qu'il va y avoir. Et il y a des chefs d'État, moi je revendique à appeler à voter pour personne, mais il y a des gens qui l'avaient compris. Vous avez Donald Trump l'avait compris. Il avait compris qu'il fallait mettre en place des mesures de protectionnisme, Donald Trump. Parce qu'il a dit sinon on va à la catastrophe. Alors on peut appeler ça charte de la Havane, on peut appeler ça protectionnisme. D'ailleurs, quand il y a eu le conflit en Ukraine, la Hongrie et plusieurs de ses voisins ont refusé les blés ukrainiens. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, écoutez, c'est toujours un choix politique, vous avez raison de le souligner, et c'est très important de dire où on en est. Merci Philippe Grégoire. Merci beaucoup de votre invitation, à bientôt. À bientôt.